Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur Monaco Info à l'occasion de votre journal. Tout de suite, le sommaire. C'est un grand pas pour l'industrie spatiale. Une sonde de l'entreprise américaine Intuitive Machines s'est posée sur la Lune ce jeudi 22 février. Notre invité Philippe Hénarejos, le rédacteur en chef de Ciel et Espace, nous dira tout sur cet événement hors norme. Demain, l'AS Monaco FC se mesurera à Lens pour le compte de la 23e journée de Ligue 1. Nous vous dévoilerons les dernières informations autour de cette rencontre dans un instant, avec notamment une infirmerie malheureusement bien fournie. Et puis nous prendrons la direction des États-Unis pour rejoindre notre correspondante permanente Alexandra Pani. Elle a suivi cette semaine le voyage unique de jeunes étudiants monégasques à New York. Et pour finir, nous vous emmènerons à la découverte des légendes des crânes de cristal. Denis Biette, le président du Cercle d'Histoire et d'Archéologie des Alpes-Maritimes, a donné une conférence à Monaco pour en révéler tous les secrets. Je vous le disais en titre, une sonde de l'entreprise américaine Intuitive Machines s'est posée sur la Lune ce jeudi. Une première pour une société privée, mais il s'agit également du premier alunissage d'un appareil américain depuis plus de 50 ans. Un véritable événement dans le monde de l'industrie spatiale. Philippe Hénarejos est rédacteur en chef de Ciel et Espace et il a suivi minute par minute cet alunissage. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors, le module Odysseus a atteint la surface lunaire en douceur dans la nuit du 22 au 23 février au terme d'une descente finale pleine de rebondissements, on peut le dire. Alors, comment s'est passé cet alunissage et dans quel état se trouve l'appareil, Philippe? L'alunissage s'est passé de manière correcte jusqu'à un certain point, mais dès le début, il y avait un problème sur un instrument qui servait en fait à mesurer l'altitude de la sonde par rapport au sol lunaire. Donc, les techniciens ont dû utiliser un instrument différent pour faire ça. Donc, ça a occasionné un petit retard. Il a fallu faire une orbite de plus. Et ensuite, la descente s'est produite de manière à peu près correcte. Du moins le pensait-on, parce que une fois la sonde posée, il y a eu un problème de communication. Pendant 13 minutes, c'était le flou. On ne communiquait plus avec la sonde, on n'avait plus de nouvelles, on n'avait pas d'image. Et finalement, une communication a été établie, elle était faible. Et il a fallu quand même plusieurs heures, de longues heures, quasiment 12 heures, c'était le lendemain, pour que les responsables de la mission arrivent à savoir ce qui s'était passé réellement. Et maintenant, on le sait, la sonde, au moment de se poser, avait encore une vitesse latérale, ce qui fait que, si vous voulez, ses pattes ont ripé sur le sol, ont peut-être heurté un rocher de manière latérale, un peu comme un avion qui se pose, vous voyez, pas comme un hélicoptère qui se pose verticalement. Et elle a basculé et elle est couchée peut-être avec la tête qui repose sur un autre rocher comme un oreiller. Donc c'est pas tout à fait nominal comme on dit dans le langage spatial. Ceci dit, les panneaux solaires reçoivent de la lumière, les batteries ont été chargées et les responsables de la mission espèrent avoir des données et faire malgré tout fonctionner certains des instruments scientifiques et peut-être avoir des images. Justement, que va faire cette sonde sur la Lune? Quelle est sa mission, ses missions? Alors, sa mission est principalement technologique. Il y avait des instruments, il y a à peu près 130 kilos de charge utile. Donc, c'est une sonde qui mesure quand même 4 mètres de haut, 1,60 m de large, qui fait 700 kilos à vide, hein, à peu près, donc plus 130 kilos de charge utile. Alors, la charge utile, justement, il y avait plusieurs instruments qui vont servir à tester des choses en vue des missions Artemis, et il y avait quelques instruments scientifiques aussi pour faire des mesures in situ sur la surface lunaire, pour évaluer l'environnement lunaire, notamment avec les radiations qui sont reçues du Soleil et de l'ensemble de la galaxie, et faire un petit peu d'exploration. Mais principalement, cette sonde devait tester des choses, comme par exemple, il y avait une caméra, c'est juste un exemple, une caméra qui devait évaluer l'effet de la rétrofusée sur la poussière lunaire, comment celle-ci était expulsée et comment celle-ci se comportait au moment de l'atterrissage. Vous voyez, c'est des choses qui sont faites dans l'optique d'apprendre encore
à se poser sur la Lune dans le cadre, dans la perspective du programme Artemis. Ce succès de l'alunissage de l'engin d'Intuitive Machines s'ouvre une nouvelle ère finalement dans l'exploration lunaire et le business spatial. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, là, on voit pour l'instant, c'est la deuxième sonde de ce programme-là. Et on ne peut pas dire que ce soit un échec, que ce soit un succès complet. L'atterrissage s'est quand même mal passé. La sonde est couchée sur le flanc, c'est pas terrible. La précédente, elle avait eu un problème, c'était Peregrine One, il y a quelques semaines. Elle avait une grosse fuite de carburant dès la séparation avec le lanceur. Ça veut dire que la NASA avait peut-être l'expérience de se poser sur la Lune, peut-être la culture de se poser sur la Lune, parce qu'elle l'a fait dans les années 60 et 70, mais ces entreprises privées qui contractent avec la NASA, elles ne l'ont pas et essuient les plâtres. Donc, c'est mitigé, par exemple, ce moyen. On fait des économies en payant moins cher des entreprises privées, mais qui n'ont pas forcément ni les moyens ni la culture pour se poser sur la Lune. Par exemple, juste une petite réflexion, cette sonde-là mesure, je vous l'ai dit, plus de 4 mètres de haut et 1,60 m de large. On voit bien que le centre de gravité, il est quand même assez haut. Et si on regarde les vaisseaux qui avaient été faits à l'époque, dans les années 60, c'était des sondes et des engins beaucoup plus trapus. Et sur la Lune, on sait que s'il reste un peu de vitesse latérale, comme c'était le cas là, on va avoir plus de facilité à se renverser parce que l'inertie, elle, ne change pas. L'attraction n'est pas la même, c'est 1/6 de l'attraction terrestre, mais l'inertie reste. Et donc, c'est plus facile de se renverser. Donc, par exemple, ça, c'est juste un élément de réflexion, mais euh, c'était optimiste, disons. Voilà. Donc, le recours au privé, oui, certainement, mais peut-être faudrait-il qu'il soit un peu plus cadré par le contractant qu'est la NASA. D'autant que ces sociétés privées semblent pleines voilà, de volonté puisqu'elles ont annoncé, elle a annoncé pardon, son prochain objectif qui serait d'envoyer des astronautes en 2026 sur la Lune. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous paraît possible? En 2026, ça me paraît être une date optimiste compte tenu justement du développement qui a été confié en partie au privé, notamment à la société SpaceX, qui est chargée de faire le vaisseau qui doit acheminer les humains de l'orbite lunaire à la surface de la Lune. Ce vaisseau, c'est un Starship, c'est un énorme vaisseau, justement, encore une fois, très long, très haut, avec donc un centre de gravité très haut. Il faut le tester, il n'a encore jamais volé, il n'a encore jamais été dans l'espace. Il faut le tester. Il faut tester une technique qui est de refaire le plein en orbite de manière massive parce que c'est un gros vaisseau. Ça n'a jamais été tenté. Donc tout cela va demander du développement. Et 2026, à mon avis, c'est trop court comme ça en tant qu'observateur. Je dirais que si ça intervient en 2029 ou 2030, ça sera déjà pas mal. Merci beaucoup à vous d'avoir été présent sur Monaco Info. Merci. Battu par Toulouse le week-end dernier et retombé ainsi à la 5e place du classement, l'AS Monaco va tenter de rebondir sur la pelouse du Racing Club de Lens ce dimanche en début d'après-midi. Et pour ce match à la victoire impérative, l'entraîneur monégasque Adi Hutter devra composer avec de très nombreuses absences. Nous l'écoutons à l'occasion de la conférence de presse d'avant-match. Yeah, we are always the least because we have lots of injuries, so it's that I don't forget someone. Yeah, you know the muscle injuries of Wandy with Krepe and Iso, Jacobs. They have muscle injuries. Emo Kamara, you saw the duel. Yeah, maybe you can explain it in French the injury and the both players Braille and Kayo. But Braille is on a really good way. He trained a couple times with the EDG. To start with the EDG, and now we have to integrate him in the first team, and always he do some or part of the session with us, and now we make a progression also for him to come back in the team. But first he has to train a lot with the team every session, and then. But it looks good. He's happy. He's on a good way, and Kyle is also in a really good way. He runs a lot. Yeah, when you see him how he runs every day. Jerome did a really good job with him and all the medical part. So I hope the players are as fast as possible back. But Braille is for sure quicker in the team than Kayo.
Et lui est bien de retour, le défenseur Wilfried Singo, qui a remporté la Coupe d'Afrique des Nations, postule dans le 11 de départ. Il a d'ailleurs parlé de Lens, le prochain adversaire des Rouges et Blancs, face aux journalistes. Je vous propose de l'écouter. Sinon, c'est une bonne équipe, c'est une grande équipe qui joue vraiment au foot, qui joue vraiment bien. Après, nous, on doit rester dans un état d'esprit des vainqueurs. Et je pense que tout va bien se passer si on reste concentré et appliqué. Concentré et appliqué, il faudra donc l'être pour remporter demain à 13 h le match contre Lens. Nous vous tiendrons informés du résultat de cette rencontre dans votre édition du dimanche à 18 h 30. Tout autre chose à présent avec les préparatifs de la prochaine réunion de l'Union interparlementaire. Il s'agit là du Parlement des parlements dont fait partie Monaco. Depuis 2 jours, ce groupe qui rassemble plusieurs pays européens est en visite en principauté. Fabrice Notari, conseiller national et président de la Commission des relations extérieures, nous donne plus de détails sur cette rencontre. Ici se sont réunis pendant ces 2 derniers jours le bureau de ce groupe géopolitique des 12+. Donc c'est une réunion de travail avec une vingtaine de personnes qui font partie des différentes commissions qui se réunissent au sein de cette UIP. C'est une réunion de préparation pour l'Assemblée générale qui aura lieu à la fin du mois de mars à Genève. Et donc c'est l'Assemblée totale où il y a tous les 170 pays qui sont membres de l'UIP. Et donc il est décidé là justement des axes d'intervention de ce fameux groupe des 12+ au sein de l'UIP. L'hydrogène serait l'énergie du futur. Elle permettrait en effet de décarboner nos modes de déplacement. La sobriété énergétique, qui est d'ailleurs l'un des fers de lance du domaine maritime en principauté, eh bien cela sera encore démontré en juillet prochain à l'occasion du Monaco Energy Boat Challenge. À quelques mois de l'événement, un ponton flottant produisant de l'hydrogène vert a été installé en début de semaine dans la marina du Yacht Club. Plus de détails dans ce reportage de Fabien Bonnia et de Sylvain Péroumal. Ce ponton n'est pas un ponton comme les autres, c'est en quelque sorte une station-service environnementale. Il s'agit là de la première plateforme flottante produisant de l'hydrogène vert à partir d'énergie renouvelable, autrement dit à partir d'eau de mer et de panneaux solaires. Très concrètement, ce ponton fournira de l'hydrogène aux participants du 11e Monaco Energy Boat Challenge, la première semaine de juillet. Le lancement de ce ponton autonome high-tech du Yacht Club a été développé et présenté ce lundi matin par les ingénieurs de la SBM Offshore devant de nombreuses personnalités de la principauté. C'est ça ? Voilà. C'est parti. C'est parti. C'est tout bon. Merci. On capture l'énergie solaire par les panneaux solaires que vous voyez tout autour et dessus. Cette énergie est stockée pour pouvoir produire la nuit et convertie en électricité qui va dans nos équipements. On a 2 équipements principaux, un électrolyseur qui casse la molécule d'eau pour faire de l'hydrogène et un compresseur qui comprime cet hydrogène dans des bouteilles. Cette démarche s'inscrit dans la volonté des SBM Offshore d'être un acteur de la transition énergétique. Donc, même si nous on est comme une compagnie dans le secteur des énergies traditionnelles, depuis déjà plusieurs années, on a commencé à développer des produits dans ce secteur et donc on est pleinement dans la phase d'étudier toute nouvelle énergie qui puisse faire partie, selon nous, de l'équation de la transition énergétique. Le Yacht Club de Monaco a pour ambition de positionner la principauté comme le fer de lance d'un yachting responsable, conformément aux objectifs de durabilité de l'ONU. En 1904, vous savez que c'était la fin des bateaux à vapeur et que c'était les bateaux thermiques. On ne savait pas encore quelles allaient être les évolutions, quels allaient être le futur des moteurs thermiques. Et paradoxalement, un peu plus d'un siècle après, on se retrouve dans la même situation. On produit de l'hydrogène, mais on réfléchit à d'autres systèmes. En tout cas, ce qui est vrai, c'est qu'un siècle après, Monaco est toujours à la pointe de la technologie et essaye de contribuer au développement du yachting. Parmi les autres initiatives environnementales du Yacht Club, le traitement et le recyclage de l'eau de la piscine, mis en place il y a près d'1 an. Grâce à cette technologie, 1 million de litres d'eau a déjà été traité et réinjecté en cercle virtueux.
Les vacances scolaires ont débuté ce vendredi. On vous entendra d'ailleurs dans quelques instants dans les rues de Monaco pour savoir quel est votre programme. Mais juste avant cette pause hivernale, 44 élèves du lycée Albert Ier ont eu la chance de découvrir avec certains de leurs professeurs New York. On retrouve Alexandra Pani sur place qui a passé la semaine à leur côté. Bonsoir à vous Alexandra. Bonsoir à vous. Oui, une belle escapade pour eux. Ce voyage scolaire avait pour thème le 35e anniversaire de la Convention relative aux droits de l'enfant, visite historique, culturelle et un peu de shopping tout de même pour revenir avec des souvenirs pour leurs proches. Je vous propose de regarder le résumé de cette semaine riche pour ces adolescents monégasques. Accueillis par un décor digne de film, c'est sous la neige que les lycéens ont pu faire leur premier pas dans la grosse pomme. Bien protégés avec leurs gants et bonnets, ils auront parcouru quelques centaines de kilomètres pendant cette semaine new-yorkaise. Un programme riche concocté par leurs professeurs pour leur permettre de récupérer un maximum de bénéfices de ce voyage scolaire, organisé par le corps enseignant depuis un an et rendu possible grâce à des sponsors. Le projet est né maintenant au printemps dernier, avec l'envie, avec mon collègue d'art plastique, de travailler ensemble, évidemment pour un intérêt pédagogique évident, culturel, artistique, linguistique, les attentes de nos programmes, des spécialités pour le programme du baccalauréat, et puis l'expérience humaine. Ça, c'est le plus important pour notre projet. Une aventure humaine riche en découvertes. Les élèves ont pu ainsi visiter pendant leur séjour les attractions incontournables de New York. Alors on a fait plein de choses très intéressantes. Déjà, le premier jour, on est allé voir la Statue de la Liberté avec Ellis Island. C'était vachement bien, je ne l'avais jamais fait et c'était une très belle expérience de le voir d'aussi près et d'être juste en dessous. Un peu d'histoire à Philadelphie avec la visite de l'Independence Hall où la déclaration d'indépendance des États-Unis et la Constitution américaine ont été adoptées par les pères fondateurs. Mais aussi moment émouvant au mémorial du 11 septembre au World Trade Center, impressionné par les bassins d'eau représentant les anciennes tours jumelles. Ou encore la surprise des élèves en découvrant l'étendue de Central Park. L'on pourrait y installer 2 fois la principauté de Monaco. Ce voyage, c'était aussi l'occasion d'appréhender un autre mode de vie et de culture. On voit un peu la différence de culture, surtout que les Américains, je trouve, sont un peu plus, à l'aise et sont surtout très accueillants, très avenants. Du coup, c'est quand même agréable, je trouve. Quand même, ils sont très gentils en général. Et si le but avant tout était de passer un moment agréable de découverte et de cohésion, les professeurs avaient tout de même donné une mission aux élèves avec un devoir à rendre, mais version 2.0. Plutôt que de les embêter maintenant avec des papiers, on s'adapte aux nouvelles technologies et aux nouvelles façons de fonctionner de nos jeunes. Donc ils avaient tous un vlog à réaliser, la partie des anglicistes en anglais et la partie des artistes en français. Mais chacun, donc, dans son coin, faisait ce petit film qu'on leur demande de créer sur leur séjour d'une quinzaine de minutes. Cette sculpture, elle est comme une cale par rapport à cette architecture que vous avez pu le voir. Elle ressemble à un jeu que tout le monde connaît. Voilà. L'un des grands axes de ce séjour résidait dans la découverte in situ du programme scolaire. La visite de musée était donc une étape primordiale. Musée d'art de Philadelphie, MoMA, Guggenheim et bien entendu le Met Metropolitan Museum. L'objectif n'est pas de faire une visite guidée. Ils ont déjà eu 6 mois de cours depuis le mois de septembre en terminale. Donc ils ont déjà tous les outils pour pouvoir se confronter à tout type d'œuvres. Qu'est-ce qu'on avait dit par rapport à Léonard de Vinci, qui est différent avec Patinir? C'est pas flou. Il n'y a pas le sous-mato, ça reste très net. C'est pour ça qu'on peut voir des petits détails là, vous voyez. Ils ont pu en plus se confronter à une œuvre de Patinir qui est au programme du baccalauréat, dont ils vont passer l'examen au mois de juin. Et donc pour nous, c'est exceptionnel de voir l'œuvre en vrai, de voir la matérialité de l'œuvre, de pouvoir se projeter dedans. Et ça, c'était vraiment exceptionnel. Rendre vivant ce qui a été enseigné tout au long de l'année, une méthode efficace pour un bon apprentissage. Par exemple, nous sommes confrontés aux œuvres des impressionnistes telles que du Claude Monet, du Pissarro, etc. Mais aussi, on peut être confronté à d'autres œuvres plus abstraites telles que, je sais pas moi, on va dire du Paul Klee ou alors des œuvres plus contemporaines comme du Warhol. Et ce qui est sympa, c'est que voilà, ça permet d'avoir un rendu visuel et réel avec les œuvres qu'on étudie en cours.
Le bac reste en ligne de mire et Jérémy, élève en terminale, a ainsi profité de ce séjour new-yorkais pour réaliser l'un de ses projets qui comptera pour sa note de fin d'année. J'ai designé des stickers que par la suite je colle un peu partout dans New York. Là j'en ai un, il me reste plus rien, j'ai tout collé. À la suite de mes projets précédents, j'en suis venu à l'idée de faire des graffitis vraiment réalistes. Mon projet 3 c'était un graffiti sur un mur. Et là je me suis dit, à New York ça risque d'être compliqué d'en faire un vrai, parce que c'est complexe et puis les législations et tout, ça risque d'être trop compliqué. Du coup je me suis dit, pourquoi pas des stickers qui sont simples, rapides à poser un peu de partout où on veut, à Brooklyn ou dans le Bronx ou dans le Queens. On peut en voir beaucoup plus et j'adore cette ambiance-là. Il y a des stickers de partout, des tags, des graffitis à tous les murs. Il faut regarder vraiment de tous les côtés pour voir un peu tous les détails. Et du coup, oui, je m'inscris dans ça totalement. Ouais. Troisième volet de ce séjour, les célébrations du 35e anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant. À cette occasion, les élèves et professeurs ont été reçus au siège des Nations Unies à New York, où ils ont pu suivre une visite guidée. Salle du Conseil de sécurité, Assemblée générale, tous ces lieux qu'ils ont déjà vus maintes fois dans l'actualité se trouvaient à présent face à eux. Ils ont ensuite pu s'entretenir avec Virginia Gamba, la représentante spéciale du secrétaire général pour les enfants et les conflits armés, dans les locaux de la mission permanente de Monaco auprès des Nations Unies. C'était le volet humaniste de notre projet. On voulait absolument parler des droits des enfants notamment. Et donc aujourd'hui, évidemment, ça a été le point d'orgue de notre séjour avec une visite qui était très attendue par toute l'équipe, tout le groupe et qui s'est très bien passée, qui était à la hauteur de nos espérances. C'est avec des souvenirs plein la tête et de nouvelles amitiés que les lycéens se sont envolés pour la principauté. Nul doute que ce voyage restera longtemps gravé dans leur esprit. Dans leur esprit évidemment et aussi certainement dans le vôtre, Alexandra, vous qui les avez suivis à chaque instant. Merci beaucoup de nous avoir en tout cas emmenés à vos côtés faire ce beau voyage. Les crânes de cristal n'auraient pas encore livré tous leurs secrets. Devenus populaires dans le 4e volet d'Indiana Jones, ils passionnent comme ils intriguent et seraient à l'origine de plusieurs légendes. L'énigme des crânes de cristal était au cœur d'une conférence donnée en milieu de semaine au musée d'anthropologie préhistorique. Elle était animée par Denis Biette, président du Cercle d'histoire et d'archéologie des Alpes-Maritimes et auteur d'un ouvrage sur cette légende. Il est en duplex avec nous. Bonsoir Denis Biette. Bonsoir. Merci d'être notre invité ce soir sur Monaco Info pour lever le voile sur ces fameux crânes de cristal. Alors tout d'abord, quand on évoque ces objets, dans quelle époque nous situons-nous et quelles sont leurs origines ? Alors, l'époque, ça dépend comment vous les repérez par rapport à vos connaissances. Certains vous diront qu'ils remontent à une époque très très ancienne, voire même qu'ils sont extraterrestres. D'autres vous diront qu'ils viennent du monde précolombien. Et d'autres vous diront peut-être qu'ils ont une origine peut-être un peu plus récente. Voilà, donc déjà, l'appréciation de l'époque dépend de l'état de vos connaissances. Ce sont des pièces taillées dans la roche, c'est ça ? Elles sont taillées dans du quartz, plus précisément du quartz hyalin, c'est-à-dire donc du cristal de roche. Donc c'est du quartz qui a la particularité tout simplement d'être incolore et translucide. Et on leur prête de fabuleux pouvoirs à cette époque. Ah, alors oui, certains, pas tous, mais certains, on pourrait dire fans des crânes de cristal, leur prêtent énormément de pouvoir. Donc, alors je vous en cite quelques-uns au passage. La capacité de communiquer avec eux, la capacité de visualiser des images en les observant, la capacité aussi de guérison, la capacité d'accéder à des informations qui pourraient être primordiales pour l'avenir de l'humanité. Vous voyez, je vous donne quelques petits repères là. C'est une véritable mythologie qui s'est créée en fait autour de ces crânes de cristal. Alors pour parler de mythologie, il va falloir prendre le temps de les étudier, de voir un petit peu si on peut les situer dans le temps, dans l'espace également, quels sont les arguments mis en avant pour telle ou telle hypothèse et quelles sont les données fiables et recoupées qui permettent aujourd'hui de se faire une idée correcte du sujet. Oui, se faire une idée correcte du sujet, car dans votre conférence donnée au musée d'anthropologie préhistorique, on apprend que finalement la légende que l'on prête à ces crânes serait fausse, c'est ça ? Alors, si vous voulez, quand ils ont fait l'objet, enfin tout au moins l'un des célèbres crânes de cristal, celui du Quai Branly, donc dit aussi crâne de Paris, a fait l'objet d'une exposition en 2008, il y avait un petit dossier à destination de la presse qui relatait la fameuse légende des 13 crânes de cristal, la fameuse légende Maya des 13 crânes de cristal. Et là, personne ne s'est jamais trop penché sur
qu'est-ce qu'on pouvait dire de cette fameuse légende. Donc ça, on va en parler un petit peu ce soir aussi, de cette fameuse légende. Et qu'est-ce qu'elle dit justement, cette fameuse légende, Denis Biette? Alors cette légende vous explique qu'il y a eu 13 crânes extraordinaires qui sont arrivés de différents endroits sur la Terre, et surtout elle vous explique que le jour où on arrivera à les réunir tous les 13, l'humanité accédera à quasiment toutes les réponses qu'on peut se poser sur, on va dire, son devenir, son destin. Enfin, on accédera à un flot de connaissances extraordinaires, vous voyez. Mais qu'est-ce qui a levé le voile sur la véracité de cette légende? Je ne suis pas certain que l'esprit critique ou le doute ait forcément impacté tout le monde sur le sujet. Il y a beaucoup de gens qui ont, on va dire, relativement digéré facilement les informations à caractère sensationnel. Donc après, il y a deux démarches. Soit vous acceptez les données que vous allez par exemple trouver sur Internet facilement et rapidement, soit vous prenez le temps de faire une enquête approfondie. Et souvent, quand vous menez une enquête en utilisant ce qu'on appelle la méthode zététique, c'est-à-dire la démarche scientifique appliquée aux phénomènes inexpliqués, en utilisant l'esprit critique, le résultat n'est pas forcément le même. Mais c'est un mythe qui s'est un peu effondré? Alors, effondré ou pas, ça c'est au public de juger en fonction des arguments que je peux apporter, mais disons que pour ce qui est de ma façon d'envisager la question, je dirais qu'effectivement on peut employer quasiment le terme de mythe moderne pour ces crânes de cristal. Et ces crânes de cristal sont encore exposés dans des musées? Tout à fait. Alors vous en avez quelques-uns qui sont célèbres, le British Museum en a un. Nous en avons un au musée du Quai Branly, mais qui est dans les réserves actuellement. Vous en avez un à la Smithsonian Institute à Washington, qui doit être aussi, je pense, dans les réserves. Puis vous avez des petits crânes, des tout petits crânes de cristal. Vous en avez par exemple 2 qui sont exposés au musée d'anthropologie préhistorique de Mexico. Vous en avez un petit peu partout et dans des collections privées. Le plus célèbre d'entre eux, le fameux crâne dit de Mitchell Hedges, lui, il est, on va dire, dans des mains privées. Eh bien, merci beaucoup, Denis Biette, d'avoir été avec nous pour évoquer et décrypter cette légende des crânes de cristal. Merci. C'était avec plaisir. Merci à vous. Les vacances scolaires ont débuté hier soir pour les élèves de la Principauté, mais alors que la neige se fait de plus en plus rare dans les stations de ski cet hiver, nous avons voulu savoir si vous comptiez partir malgré tout. Et si oui, allez-vous tenter la montagne? Théo Schumer et Jean-Alexandre Dordet vous ont posé la question. Bonjour, Monaco Info. Est-ce que vous allez partir en vacances? Non. Non, on travaille. Je pars pas en vacances malheureusement. Non, je dois travailler. Oui. Oui, et vous partez où? New York. Hollande. En Espagne, en Europe. Vous faites pas le pari de la neige? Ah non, non. Il n'y en a pas de la neige en ce moment. C'est trop aléatoire. On y va à la montagne, à skier un peu. Voilà, à Limone. Vous connaissez? En Italie, Limone, Piemonte. Mais il n'y a pas beaucoup de neige en ce moment. Vous faites le pari de la neige quand même? On essaye d'avoir un peu de chance, voilà. On espère qu'il a neigé, mais on verra. Est-ce que vous avez prévu de partir en vacances? On y est. Ah, vous y êtes. Vous n'avez pas fait le pari de la neige? Non. Le soleil. On vient de la neige, nous. Ah, d'accord. Et il y en a chez vous? Oui. Non, il n'y en a plus. Ça, c'est fini. C'est pour ça que vous êtes là. Voilà. Profitez du soleil. On habite près des Pyrénées, il n'y a pas de neige. C'est pour ça qu'on est venu près de la mer. Voilà. J'habite à une station de ski. Ah, d'accord. Et il y a de la neige chez vous? Non. Très peu. Allez dans les Alpes plutôt. Toujours très peu de neige donc, malgré des températures en baisse cette semaine. Nous faisons justement le point sur vos prévisions météo avec Justin Hadel. Bonsoir, alors quel temps fera-t-il pour ce dernier jour de la semaine? Bonsoir Julia, demain le temps sera clairsemé en Principauté avec du soleil et des nuages dans la journée avec le retour de la pluie dans la nuit. Niveau température, elle baisse et se rapproche des normales de saison, 7 à 12 degrés sont attendus. Concernant le ressenti, ça ne dépasserait pas les 8 degrés. Le vent sera aussi au rendez-vous avec une dizaine de km/h toute la journée. La température de l'eau, elle, augmente d'1 degré et affichera 15. Demain, le soleil se lèvera à 7h12 et se couchera à 18h14. En ce dimanche 25 février, nous fêterons Saint-Roméo. Et puisque nous vous avons largement parlé de l'alunissage réussi d'Odysseus avec notre invité en ce début de journal, nous vous proposons de le refermer avec de superbes clichés de la Lune à Monaco. Ces cartes postales vous sont proposées par Stéphane Dana. C'est déjà la fin de cette édition. Je vous remercie de nous suivre chaque soir sur Monaco Info. On se donne rendez-vous demain à 18h30 pour votre journal du dimanche, car vous le savez, il se passe toujours énormément de choses en Principauté. Bonne soirée.